Je prends la moitié de tes millions, y compris le domaine de ta grand-mère, annonça Bradley avec un sourire suffisant, sa voix résonnant dans la salle d'audience comme s'il révélait les numéros gagnants d'une loterie. La confiance qui transperçait son ton me donna la nausée, mais je m'obligeai à rester calme sur ma chaise, à la table de la défense. J.M. appelle Judith Crawford. J'ai 45 ans. Et jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans un tribunal de divorce à Nashville, Tennessee, à regarder mon mari depuis 5 ans tenter de voler tout ce pour quoi j'avais travaillé durant toute ma vie. Bradley était assis de l'autre côté de la salle, aux côtés de son avocat, l'air de celui qui avait déjà encaissé le gros lot. Son costume hors de prix, que j'avais bien sûr payé, était impeccablement repassé, et ses cheveux blonds, plaqués en arrière d'une façon qui m'avait autrefois charmé, ne faisaient plus que me donner la nausée. Votre honneur, poursuivit l'avocat de Bradley. Mon client a droit à la moitié de tous les biens matrimoniaux, y compris l'héritage substantiel que Madame Crawford a reçu durant leur mariage. La mallette de l'avocat débordait de documents, tous détaillant le plan de Bradley pour repartir avec l'argent durement gagné par ma grand-mère. J'observais les spectateurs de la salle se pencher vers l'avant, captivés par ce qu'ils imaginaient être un règlement financier colossal. Certains étaient sûrement en train de faire leurs calculs, se demandant quelle somme Bradley allait empocher. Quelques journalistes étaient même présents, attirés par les rumeurs d'un divorce à plusieurs millions impliquant une femme d'affaires influente de Nashville. La juge Richardson, une femme sévère d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier, parcourait les premiers documents avec une expression neutre. Depuis plus de 20 ans qu'elle présidait le tribunal familial, j'imaginais qu'elle avait déjà vu toutes les ficelles possibles. Mais quelque chose me disait qu'elle n'avait jamais été témoin de ce que j'étais sur le point de révéler. Bradley se tourna légèrement sur sa chaise pour m'adresser ce qu'il croyait sûrement être un sourire triomphant. L'audace de ce geste fit bouillir mon sang. C'était le même homme qui m'apportait autrefois le café au lit, qui prétendait m'aimer pour ce que j'étais, et non pour ce que je possédais. 5 ans de mariage, et tout n'avait été qu'un mensonge. Et la salle d'audience paraissait oppressante, avec ses boiseries sombres et le poids des procédures judiciaires qui emplissaient l'air. Au dehors, j'entendais les bruits lointains de la circulation de Nashville. Des gens continuaient leur vie comme si de rien n'était, tandis que la mienne était disséquée devant des inconnus. Je serrai plus fort mon sac à main, sentant l'enveloppe à l'intérieur, celle qui allait tout changer. Madame Crawford m'adressa directement la juge Richardson. Avez-vous une réponse à ces accusations? Je me levai lentement, le cœur battant à tout rompre, mais la détermination plus forte que jamais. C'était le moment que j'attendais. Le moment où la cupidité de Bradley allait enfin le rattraper. Votre honneur, je crois qu'il y a quelque chose que la cour doit voir. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes bien plus tôt dans notre relation. Bradley m'avait séduite à une période particulièrement vulnérable de ma vie. Je venais d'avoir 40 ans et je dirigeais mon cabinet de conseil, Brightville Veil Analytics, avec un succès modeste mais peu de temps pour la romance. Ma grand-mère avait été ma compagne la plus proche jusqu'à sa mort, 3 ans avant ma rencontre avec Bradley, et je portais encore son deuil quand il apparut à une conférence professionnelle à Memphis. Elle était charmant, attentionné, et semblait réellement s'intéresser à mon travail d'aide aux petites entreprises pour optimiser leurs opérations. Tu es brillante, disait-il en me regardant analyser des rapports financiers. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprenne les chiffres comme toi. À l'époque, je croyais qu'il était impressionné par mon intelligence. Aujourd'hui, je comprends qu'il était en train d'évaluer ma fortune nette. Notre idylle fut un tourbillon de dîners hors de prix et d'escapades romantiques. Bradley travaillait comme directeur des ventes pour une société pharmaceutique, mais il semblait toujours avoir de l'argent pour financer des rendez-vous somptueux. Je crois en l'investissement dans les personnes qui comptent pour moi, disait-il lorsque je questionnais ses dépenses. J'étais flatté par son attention et sa générosité, sans réaliser qu'il planifiait déjà sa stratégie d'investissement à long terme. Quand Bradley fit sa demande après 8 mois, j'étais hésitante. Ma grand-mère m'avait toujours mise en garde contre les hommes qui vont trop vite, mais Bradley était persistant. La vie est trop courte pour attendre, insistait-il. Je sais ce que je veux, et ce que je veux, c'est toi. Sa demande fut grandiose, un dîner privé sur un bateau-mouche, avec un quatuor jouant nos chansons préférées. La bague était éblouissante, sans doute plus chère que son salaire annuel, même si je n'y avais pas pensé à ce moment-là. Mon avocate, Patricia Ulbrook, avait insisté pour un contrat prénuptial. Toute femme d'affaires prospère a besoin de protection, m'avait-elle expliqué. Ce n'est pas romantique, mais c'est pratique. Je m'étais senti mal à l'aise d'en parler à Bradley, craignant qu'il pense que je ne lui faisais pas confiance ou que j'étais plus attachée à l'argent qu'à l'amour. Mais sa réaction me surprit. Il rit et balaya la question d'un geste, comme si ce n'était rien. Bien sûr, chérie. Tout ce qui te met à l'aise. Je ne t'épouse pas pour ton argent. Je t'épouse pour toi. Il signa les papiers sans même les lire, plaisantant que l'amour n'avait pas besoin de petites lignes en bas de page. Son attitude désinvolte me convainquit que mes craintes étaient infondées.
C'est juste une formalité romantique, avait-il dit en griffonnant sa signature avec emphase, comme une promesse d'aimer, d'honorer et de chérir, mais en version juridique. Je me souviens avoir ressenti un profond soulagement, persuadé qu'il était compréhensif et prêt à apaiser mes inquiétudes. Patricia avait été méticuleuse dans la rédaction de l'accord, protégeant non seulement mes biens actuels, mais aussi tout héritage futur ou la croissance de mon entreprise. Le domaine de ta grand-mère te reviendra un jour, m'avait-elle rappelé. Cela garantit qu'il reste dans ta famille, là où il doit être. À l'époque, je pensais qu'elle exagérait. Aujourd'hui, je comprends qu'elle avait une clairvoyance absolue. Le véritable choc survint 18 mois après notre mariage, lorsque je reçus l'appel concernant le domaine de ma grand-mère. Elle m'avait tout légué, sa maison, ses investissements, sa collection de livres rares, et 2,8 millions de dollars dans des fonds soigneusement gérés. C'était bien plus que je n'aurais jamais imaginé, et cet héritage transforma ma situation financière du jour au lendemain. La réaction de Bradley fut révélatrice, même si je n'en avais pas saisi la portée sur le moment. Ses yeux s'étaient littéralement illuminés lorsque je lui annonçai la nouvelle. 2,8 millions, répéta-t-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Judith, nous sommes riches. La façon dont il avait insisté sur le « nous » aurait dû être mon premier avertissement. À partir de ce moment, les habitudes de dépenses de Bradley changèrent radicalement. Il quitta son emploi en moins de 6 mois, prétendant vouloir explorer de nouvelles opportunités et être présent pour soutenir ma réussite. En réalité, il se mit à dépenser mon argent comme s'il s'agissait de son argent de poche. Il acheta une voiture de luxe, soi-disant pour des raisons de réseautage. Il investit dans le restaurant d'un ami sans me consulter, perdant 30 000 dollars quand l'affaire fit faillite en moins d'1 an. Il réserva des vacances hors de prix, adhéra à un club de golf exclusif et commença à s'habiller comme s'il avait toujours été riche. Chaque fois que je questionnais un achat, il me rappelait que nous étions partenaires et que les couples devaient se faire confiance pour les décisions financières. Le point de rupture survint il y a 6 mois. Lorsque je découvris que Bradley disait aux gens du country club que l'héritage était de l'argent familial qui appartenait à nous deux. Il avait commencé à se présenter comme investisseur et entrepreneur, oubliant commodément de préciser que tous ses placements étaient financés par la fortune patiemment préservée de ma grand-mère. Quand je le confrontai à ses mensonges et à ses dépenses, Bradley devint sur la défensive, puis cruel. Tu agis comme si c'était un grand secret que j'ai épousé plus haut que mon rang, lâcha-t-il sèchement. Tout le monde sait que tu avais besoin de quelqu'un comme moi pour profiter de la vie. Avant qu'on se rencontre, tu n'étais qu'une bourreau de travail solitaire sans vie sociale. Ces mots me transpercèrent, car ils contenaient une part de vérité. J'avais été seule, et Bradley avait apporté de l'excitation et de la compagnie dans ma vie. Mais je compris alors qu'il avait joué un jeu de longue haleine, se positionnant comme mon sauveur tout en planifiant méthodiquement de s'emparer de tout ce que j'avais hérité. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut lorsque je découvris des courriels entre Bradley et son avocat, discutant d'une stratégie de divorce. Il préparait cela depuis des mois, minutant chaque étape pour maximiser ses chances d'obtenir un règlement avantageux. Bradley avait même étudié les lois du divorce au Tennessee, cherchant des moyens d'affirmer que son soutien émotionnel et ses contributions à notre train de vie lui donnaient droit à une part plus importante de mes biens. C'est à ce moment-là que j'avais recontacté Patricia et déposé moi-même la demande de divorce. Je refusais de laisser Bradley contrôler le récit ou le calendrier. S'il voulait se battre pour l'argent de ma grand-mère, je lui donnerais ce combat. Mais il ne se déroulerait pas comme il l'avait prévu. À présent, debout dans cette salle d'audience. J'étais prête à montrer à Bradley, et à tout le monde, exactement ce que sa cupidité lui avait valu. Je plongeai la main dans mon sac et sortis la grande enveloppe manille que Patricia avait préparée pour cet instant précis. La salle était totalement silencieuse, à l'exception du froissement doux du papier et du bourdonnement lointain du système de climatisation. L'expression assurée de Bradley vacilla légèrement lorsqu'il me vit m'approcher du bureau de la juge. Votre honneur, dis-je d'une voix ferme et claire, je crois que le tribunal doit examiner ce document avant toute discussion sur le partage des biens. La juge Richardson tendit la main et accepta l'enveloppe. Quelle est la nature de ce document, Madame Crawford? C'est un contrat prénuptial, votre honneur. Un document que mon mari a signé avant notre mariage, il y a 5 ans. Le changement d'atmosphère fut immédiat et électrique. L'avocat de Bradley, un homme mince nommé Gerald Weston, bondit de sa chaise comme s'il avait reçu une décharge. Votre honneur, nous n'avions pas été informés de l'existence d'un contrat prénuptial. C'est extrêmement irrégulier. Asseyez-vous, maître Weston, ordonna la juge Richardson, déjà en train de briser le sceau de l'enveloppe. Je vais examiner ces documents et déterminer leur validité. J'y regagnai ma place, gardant mes yeux fixés sur Bradley. Son visage était passé de confiant à confus, puis à quelque chose qui ressemblait à la panique en l'espace de 30 secondes. Il chuchotait frénétiquement à son avocat, gesticulant vers le bureau de la juge. J'entendis quelques fragments de ses paroles précipitées. Elle n'en a jamais parlé.
Comment est-ce possible? Patricia Ulbrook, mon avocate, restait parfaitement calme à mes côtés. Elle s'était préparée à ce moment depuis des mois, s'assurant que chaque détail de notre stratégie soit infaillible. Regarde seulement, murmura-t-elle avec un léger sourire. Et la juge Richardson était une lectrice minutieuse, prenant son temps sur chaque page de l'accord. Le document était exhaustif. Patricia s'en était assurée il y a 5 ans. Il précisait exactement quels biens étaient protégés, quelles dettes resteraient séparées, et surtout, la manière dont tout héritage futur serait traité. Il s'agit d'un contrat prénuptial dûment exécuté, annonça la juge Richardson après plusieurs minutes d'examen attentif. Il est daté de 6 semaines avant votre mariage, signé par les 2 parties et certifié par 2 notaires. L'avocat de Bradley avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Je réalisais que Gerald Weston avait déposé cette affaire de divorce sans avoir fait les vérifications élémentaires. Il avait supposé, tout comme Bradley, que le mariage n'était rien de plus qu'une chasse aux biens. Votre honneur. Bradley se leva soudain, la voix légèrement brisée. Je dois voir ce document. Je ne me souviens pas avoir signé quoi que ce soit de tel. Les sourcils de la juge se haussèrent à cette explosion. Monsieur Crawford, veuillez rester assis et laisser votre avocat conduire ses procédures. Mais Bradley dérapait déjà, sa confiance savamment construite s'effondrant. Judith, qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as jamais dit que c'était une sorte de piège légal. Monsieur Crawford. La voix de la juge Richardson trancha la salle comme un coup de fouet. Vous allez rester silencieux ou je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Votre avocat peut demander à consulter le document par les voies appropriées. Gerald Weston s'approcha du bureau avec une évidente réticence. Je le vis examiner l'accord prénuptial, son visage pâlissant à chaque page. Il regagna sa table et se mit à murmurer fébrilement à Bradley, qui secouait la tête avec incrédulité. Les spectateurs, désormais, étaient totalement captivés, conscients qu'un moment dramatique se jouait sous leurs yeux. J'entendais les conversations étouffées et le grattement des stylos des journalistes qui s'efforçaient de capturer chaque détail de l'humiliation publique de Bradley. Votre honneur, finit par déclarer Gerald d'une voix nettement moins assurée qu'auparavant, mon client souhaiterait demander une courte suspension afin de revoir ses documents plus attentivement. La juge Richardson consulta S.A. Monter. Maître Weston, n'avez-vous donc pas mené de recherche concernant l'existence potentielle d'un contrat prénuptial avant de déposer vos demandes d'actifs? Le silence de l'avocat valait toutes les réponses. Bradley avait été tellement confiant dans sa stratégie qu'il n'avait jamais mentionné l'éventualité d'un contrat à son avocat. Gerald Weston avait été pris de court, tout autant que son client. Je vous accorde 10 minutes pour examiner ce document, déclara la juge Richardson. Mais je vous avertis, il semble s'agir d'un accord juridiquement contraignant qui impacte considérablement les prétentions de votre client. Pendant la suspension, j'observais Bradley et son avocat regroupés près des fenêtres du tribunal, plongés dans une conversation intense. Les gestes de Bradley devenaient de plus en plus animés, presque désespérés, tandis que Gerald lui expliquait les implications du contrat prénuptial. Même depuis l'autre bout de la salle, je vis l'instant exact où Bradley comprit que son plan s'était complètement retourné contre lui. Patricia profita de ce temps pour revoir ses notes et se préparer à ce qu'elle savait être les ultimes tentatives de Bradley pour contester l'accord. Il va prétendre à la fraude ou à la contrainte, prédit-elle à voix basse. Les hommes comme Bradley rejettent toujours la faute sur les autres lorsque leur manigance s'effondre. Elle avait raison. À la reprise de l'audience, Gerald Weston se lança immédiatement dans un plaidoyer désespéré. Votre honneur, mon client estime avoir été trompé sur la nature de ce document. Madame Crawford le lui a présenté comme une formalité romantique, et non comme un accord complet de protection patrimoniale. Et la juge Richardson afficha une expression distinctement peu impressionnée. Maître Weston, insinuez-vous que votre client a signé un document légal sans le lire? Votre honneur, mon client faisait confiance à sa future épouse. Il croyait qu'elle était honnête quant à la portée et aux implications de ce document. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas éclater de rire. Bradley s'était toujours vanté d'être un homme d'affaires avisé, quelqu'un capable de lire les gens et les situations. Et voilà que son avocat plaidait qu'il avait été trop confiant et naïf pour comprendre un contrat légal. Ce document est clairement intitulé « Contrat prénuptial ». Observe la juge Richardson and feuilletant last pages. Il contient les avertissements standards concernant le recours à un avocat indépendant. Votre client a-t-il choisi de renoncer à ce droit? Gerald fouilla nerveusement ses papiers. Oui, votre honneur. Mon client a renoncé à son droit à un avocat indépendant, et le document a été certifié par un notaire public, n'est-ce pas? En présence de votre client, confirmant son identité. Oui, votre honneur. Et la juge Richardson porta alors son attention directement sur Bradley. Monsieur Crawford, lorsque vous avez signé ce document, quelqu'un vous a-t-il forcé à le faire? Étiez-vous sous une quelconque contrainte ou coercition? Le visage de Bradley était rouge de honte et de colère.
Non, votre honneur, mais je pensais que ce n'était que de la paperasse. Judith m'a fait croire que cela n'avait pas d'importance. Avez-vous lu le document avant de le signer? La question resta suspendue dans l'air comme une épée. Bradley balaya la salle du regard, comme s'il cherchait une issue de secours. Le silence s'étira jusqu'à devenir pesant pour tous les présents. Monsieur Crawford, je vous ai posé une question directe. Jay. Je l'ai parcouru rapidement, finit-il par admettre, mais Judith disait que ce n'était qu'une formalité. L'expression de la juge Richardson était un chef-d'œuvre de désapprobation judiciaire. Monsieur Crawford, vous avez signé un document légal sans le lire, après avoir renoncé à votre droit à un avocat, et vous demandez maintenant à ce tribunal de l'invalider sous prétexte que vous ne l'avez pas pris au sérieux? La salle d'audience était complètement silencieuse. Même les journalistes avaient cessé d'écrire, hypnotisés par l'humiliation publique de Bradley. Je ressentis une vague de satisfaction en le regardant se tortiller sous le regard implacable de la juge. Votre honneur, tenta Gérald dans un ultime effort. Peut-être pourrions-nous plaider que l'accord est abusif, compte tenu de la disparité entre M. Weston. La juge Richardson l'interrompit. Avez-vous examiné les déclarations financières jointes à ce contrat prénuptial? Gérald feuilleta le document une nouvelle fois, cherchant visiblement quelque chose qui l'aurait manqué. Jay. Il y a effectivement des déclarations financières détaillées, votre honneur. En effet, confirma la juge, Madame Crawford a fourni une documentation complète de ses actifs, revenus et héritages attendus. Votre client a signé des reconnaissances confirmant qu'il avait examiné et compris toutes les informations financières. C'est l'un des contrats prénuptiaux les plus complets que j'ai vus en 23 ans de carrière. Bradley semblait au bord de la nausée. Le Golden Boy, qui avait charmé son chemin toute sa vie, se retrouvait enfin face aux conséquences de ses actes. La juge Richardson s'éclaircit la gorge et commença à lire directement le contrat, sa voix résonnant clairement dans le silence de la salle. Section 4. Paragraphe A. Tous les biens détenus par l'une ou l'autre partie avant le mariage demeurent la propriété distincte de cette partie. Section 4. Paragraphe B. Tout héritage reçu par l'une ou l'autre partie pendant le mariage sera considéré comme propriété distincte et ne sera pas soumis à division en cas de divorce. Le visage de Bradley passa par tout un spectre de couleurs, du rouge au blanc, puis au vert. Il serrait le bord de sa table si fort que ses jointures blanchissaient. Ce n'est pas légal, marmonna-t-il assez fort pour que plusieurs l'entendent. Section 6, poursuivit la juge Richardson, traite de la pension alimentaire. Je cite, « Aucune des parties n'aura droit à une pension ou un soutien financier de l'autre, quelle que soit la durée du mariage ou l'écart de revenus. » La juge leva les yeux du document. Cette section a été paraphée par les deux parties et certifiée séparément. Gérald Weston griffonnait frénétiquement des notes, tentant probablement de dénicher une faille ou une subtilité. Mais Patricia avait été trop méticuleuse 5 ans plus tôt. Chaque contestation potentielle avait été anticipée et contrée. Votre honneur, intervins-je en me levant. Puis-je m'adresser au tribunal? Procédez, Madame Crawford. Lorsque j'ai hérité du domaine de ma grand-mère il y a 18 mois, j'ai consulté mon avocate pour savoir si l'héritage était protégé par le contrat prénuptial. Nous avons confirmé qu'il était intégralement couvert par la section 4. Paragraphe B. L'héritage a toujours été conservé dans des comptes séparés et n'a jamais été mélangé aux biens matrimoniaux. C'était le coup de grâce pour Bradley. Non seulement le contrat était inattaquable, mais j'avais veillé scrupuleusement à garder l'héritage séparé. Il n'avait aucune chance d'en réclamer la moindre part. La juge Richardson acquiesça avec approbation. Madame Crawford, avez-vous utilisé une partie de cet héritage pour les dépenses du ménage ou des achats communs? Non, votre honneur. J'ai maintenu mes revenus habituels pour les frais du foyer. L'héritage est resté totalement distinct. Bradley explosa. Ce n'est pas vrai. Elle a payé des choses pour nous. Elle a payé les vacances. Monsieur Crawford. La voix glaciale de la juge Richardson claqua dans la salle. Vous êtes hors de propos. Asseyez-vous immédiatement. Mais Bradley n'écoutait plus. Son masque soigneusement construit s'était entièrement effondré. C'est insensé. J'ai vécu avec elle pendant 5 ans. Je l'ai soutenue émotionnellement. J'ai sacrifié ma carrière. Tu as quitté ton travail pour dépenser mon argent, dis-je doucement, incapable de me retenir. Madame Crawford, prévint la juge Richardson, mais son ton était presque amusé. Gérald tirait sur la veste de Bradley, tentant de le faire asseoir et d'arrêter le massacre, mais Bradley était en pleine implosion, laissant enfin paraître sa véritable nature. Elle m'a piégé. Cria Bradley. Elle m'a fait croire que nous étions partenaires. Elle m'a laissé penser que cet argent était à nous. Monsieur Crawford, si vous ne vous maîtrisez pas, je ferai appel au shérif pour vous faire expulser de ma salle d'audience. La menace d'une expulsion physique finit par percer la rage de Bradley. Il s'effondra lourdement sur sa chaise, le torse secoué de respirations furieuses, mais le mal était fait. Tout le monde dans la salle avait vu son vrai visage.
L'homme cupide et arrogant qui m'avait épousé pour mon argent et qui avait eu l'audace de jouer la victime quand son plan s'était effondré. La juge Richardson parcourut les dernières pages du contrat prénuptial avec une attention délibérée. La tension dans la salle était palpable, chacun attendant son verdict. Je sentais une satisfaction calme m'envahir. Après des mois de manipulation et de mensonges de Bradley, la vérité éclatait enfin. Après examen de ce contrat prénuptial, annonça la juge Richardson, je suis prête à rendre ma décision sur la division des biens. Elle retira ses lunettes et planta son regard sur Bradley, avec une expression capable de glacer le feu. Monsieur Crawford, ce contrat prénuptial est valide, complet et juridiquement contraignant. Vous n'avez droit à absolument rien des biens antérieurs au mariage de votre épouse, de son héritage, ni de ses avoirs professionnels. Les mots frappèrent Bradley comme des coups physiques. Sa bouche s'ouvrit, et il fixa la juge avec une incrédulité totale. Rien, murmura-t-il. Rain, confirma la juge Richardson. De plus, selon la section 7 de cet accord, toutes les dettes contractées individuellement par l'une ou l'autre partie restent la responsabilité de cette partie. Madame Crawford, avez-vous une documentation des dettes contractées uniquement par votre mari? Patricia me remit un épais dossier que je transmis à l'huissier. Oui, votre honneur. Des dettes de carte de crédit, un prêt automobile, l'investissement raté dans le restaurant, et les frais du country club pour un total d'environ 87 000 $. L'avocat de Bradley paraissait vouloir s'évaporer. L'affaire qu'il pensait lucrative venait de se transformer en désastre complet. Monsieur Crawford, poursuivit la juge Richardson, non seulement vous ne recevrez aucun bien de ce mariage, mais vous demeurez personnellement responsable de 87 000 $ de dettes accumulées durant votre union. Et la salle éclata en murmures et chuchotements. J'entendis quelqu'un derrière moi retenir un rire. Bradley était passé de l'attente de millions à la perspective de la faillite en l'espace de 30 minutes. Votre honneur, sa voix était à peine audible, cela ne peut pas être vrai. 5 ans de mariage doivent compter pour quelque chose. Le sourire de la juge fut tranchant comme une lame. Cela compte pour quelque chose, monsieur Crawford. Cela compte comme une leçon coûteuse, lire les documents légaux avant de les signer. Le marteau s'abattit avec une finalité qui résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Le tribunal accorde la demande de divorce déposée par madame Crawford. Aucun bien ne sera transféré à monsieur Crawford. Toutes les dettes individuelles restent à la charge de celui qui les a contractées. L'audience est levée. Bradley resta figé dans un silence hébété tandis que la réalité de sa situation s'imposait. Il avait passé 5 ans à se préparer pour ce moment, pour découvrir que son plan était condamné depuis le jour où il avait signé distraitement le contrat prénuptial sans le lire. Les gens commencèrent à quitter la salle. Mais je restai assise, observant l'univers de Bradley s'écrouler autour de lui. Gerald Weston rangeait déjà sa mallette, visiblement pressé de fuir cette humiliation professionnelle. Plusieurs journalistes s'approchèrent de moi pour obtenir une déclaration, mais Patricia les intercepta avec son efficacité habituelle. Judith, appela Bradley tandis que je me levais enfin. Nous devons parler de tout ça. Ce n'est pas fini. Je me retournai pour le regarder une dernière fois. Bradley, c'était fini au moment où tu as décidé de m'épouser pour mon argent plutôt que de m'aimer pour ce que je suis. Le contrat prénuptial n'a pas détruit ton plan. C'est ta cupidité qui l'a fait. Son visage se déforma sous le poids écrasant de sa situation. Pas d'héritage, aucun bien, et une dette écrasante qui le suivrait pendant des années. L'homme qui avait toujours charmé son chemin dans la vie se retrouvait face à une situation qu'aucune belle parole ni manipulation ne pouvait effacer. Alors que je me dirigeais vers les portes du tribunal. Patricia à mes côtés, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le cauchemar était enfin terminé, et la véritable nature de Bradley avait été exposée aux yeux de tous. La justice, parfois, prenait une teinte d'ironie poétique. Et la vie de Bradley se désintégra complètement dans les mois qui suivirent notre divorce. Les 87 000 $ de dette le poussèrent à la faillite en moins de 6 mois, détruisant son crédit et rendant impossible le maintien de son train de vie. Sa réputation dans la communauté des affaires de Nashville fut anéantie lorsque la rumeur se répandit sur sa tentative de voler l'héritage de sa femme, faisant de lui un exemple édifiant sur les contrats prénuptiaux et les dangers d'un mariage intéressé. Le country club lui retira son adhésion lorsqu'il ne put plus payer ses cotisations, et la voiture de luxe fut reprise, le contraignant à dépendre des transports publics. Sa vie amoureuse devint inexistante. Les femmes de nos cercles sociaux, s'avertissant les unes les autres au sujet de cet homme charmeur qui considérait le mariage comme une simple transaction commerciale. Et elle fut contrainte d'emménager chez ses parents âgés à Memphis et d'accepter un poste de vendeur débutant. Ses rêves de vivre de l'argent de ma grand-mère remplacés par la dure réalité de devoir repartir de zéro, à 47 ans, avec pour seul bagage des dettes et une réputation ruinée. J'utilisais une partie de mon héritage protégé pour créer la Fondation Crawford.
qui offre une assistance juridique aux femmes souhaitant établir un contrat prénuptial ou obtenir une représentation en divorce, afin qu'aucune autre femme ne tombe victime de prédateurs financiers comme Bradley. En repensant à mon parcours, de femme confiante à divorcer affirmée, je réalisais que la sagesse de ma grand-mère sur la protection du patrimoine familial m'avait sauvée de bien plus qu'une perte financière. Elle m'avait sauvée d'une vie entière à être exploitée par quelqu'un qui voyait mon amour uniquement comme un chemin vers l'argent facile.